À la une de l'actualité, l'esplanade du palais présidentiel, l'extension du réseau d'eau potable de Yopougon, la station de reprise d'eau de Mossou, des chantiers visités par le Premier ministre ivoirien. Ils doivent être achevés d'ici à la fin de cette année 2014. Des coupeurs de route font 4 morts et 6 blessés sur l'axe Boaké-Katiola. Ils ont attaqué ce samedi des autocars assurant la liaison entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les passagers qui ont eu la vie sauve se sont vus dépouillés de tous leurs biens. Et puis, côté sport football, la Côte d'Ivoire rencontre le Cameroun demain mercredi pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Une rencontre décisive pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui va se jouer au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale s'ouvre le 7 juillet 2015. Détenu à La Haye depuis novembre 2011, il est accusé de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Le Premier ministre ivoirien en visite sur les chantiers de plusieurs projets à achever d'ici à la fin de l'année, de l'esplanade du palais présidentiel à l'extension du réseau d'eau potable de Yopougon en passant par la station de reprise d'eau de Mossou. Il a constaté l'état d'avancement des travaux. Le reportage est signé Gabriel Zani. L'esplanade du palais présidentiel connaît depuis quelques jours d'intenses travaux de réhabilitation. Le Premier ministre s'y est rendu ce lundi 17 novembre pour constater le niveau d'avancement des travaux. Mais ce lundi nuit, ce n'est pas le seul site où se déroulent des travaux. Le boulevard lagunaire via le pont de Gaulle connaît aussi des aménagements par endroits. Et arrivé à la station de reprise d'eau de Mossou en construction entre Grand Bassam et Benoît, Daniel Kablan-Denecon veut comprendre. Il pose des questions. Mais le suivi ici, là, qui se fait à partir de là-bas, est-ce que c'est de manière de contrôle? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Les travaux avancent vite, mais le temps est désormais compté. Abidjan manque d'eau et les routes sont dans de piteux états. Cette visite nocturne se justifie. Il faut faire en sorte que le temps soit utilisé au mieux. Imaginez qu'on veuille travailler normalement, seulement 2 jours. Vous allez doubler au moins la durée des travaux. Vous savez que les Ivoiriens sont impatients. Ils veulent la route rapidement, ils veulent de l'eau rapidement. Vous savez, les habitants de Yopougon sont heureux de pouvoir avoir l'eau à la fin de l'année. Les projets routiers et hydrauliques démarrés un peu partout dans la ville doivent être prêts d'ici à la fin de l'année. Je dois dire que globalement, j'ai le sentiment que les choses avancent. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris par le gouvernement et il faut s'assurer que ces engagements seront tenus à bonne date. Le renforcement du boulevard Nana Yamousso, du pont de Gaulle et des voies annexes, l'élargissement du pont de Gaulle vers l'entrée de la Corniche, le prolongement, le redressement du boulevard de France dans la commune de Cocody sont en cours. Le financement des travaux est estimé à plus de 15 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a également eu une rencontre avec le directeur régional de l'ONU-SIDA. La gestion de la pandémie dans le pays a été jugée satisfaisante, avec notamment la prise en charge des personnes atteintes par le VIH-SIDA. Hugues Veblé. Les efforts de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le sida sont appréciés par l'ONU-SIDA. Reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Denecon, le directeur régional de l'ONU-SIDA, le Dr Mamadou Diallo, a exprimé les félicitations de son organisation à la Côte d'Ivoire. L'ONU-SIDA marque sa satisfaction pour les efforts consentis par le pays dans le cadre de la lutte contre le sida et pour les différents succès engrangés. La mise sous traitement des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui souffrent de cette maladie connaît une progression importante parce que nous avons actuellement plus de 6 Ivoiriens sur 10 porteurs de cette maladie, éligibles pour le traitement, qui sont effectivement sous traitement à travers les ressources du gouvernement de la Côte d'Ivoire ou des ressources que le gouvernement de Côte d'Ivoire mobilise auprès de ses partenaires. Un autre volet important dans le cadre de cette lutte, c'est l'élimination de la transmission de la maladie des femmes enceintes vers leurs enfants. Et dans ce cadre aussi, suite aux investissements faits par le gouvernement de Côte d'Ivoire, près de 7 femmes enceintes sur 10 éligibles pour le traitement sont actuellement sous traitement, ce qui leur permettra de ne pas transmettre la maladie à leurs enfants. Pendant cette période aussi, nous avons connu un recul de près d'un tiers du nombre de personnes qui meurent du sida,
et aussi un recul de près de 25 à 30% du nombre de nouvelles infections. Pour freiner la progression du sida, dont le taux de prévalence est de 3,7% dans le pays, l'État ivoirien a mis en place un plan stratégique national de lutte. Selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, ce sont plus de 350 milliards de francs CFA qui seront consacrés à ce programme sur la période 2012-2016. Consultation nationale sur le dividende démographique du 18 au 25 novembre, initiée par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Il s'agit de lancer les réflexions sur les conditions à mettre en place pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit du dividende démographique en vue de son émergence. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida met en place un plan d'action national pour la planification familiale. Le projet est soutenu par les États-Unis à travers le programme Agir pour la planification familiale à hauteur de 3 milliards de nos francs. Ami Sissoko. En Côte d'Ivoire, le taux de fécondité est de 5 enfants par femme. Et 27% des femmes désireuses d'éviter ou de retarder une grossesse n'ont pas accès à des méthodes contraceptives fiables. De plus, 614 décès maternels pour 100 000 naissances sont enregistrés en 2012 selon EDS, études démographiques et de santé. Pour pallier cette situation, le ministère en charge de la santé en collaboration avec le gouvernement des États-Unis initie un plan d'action. La meilleure façon de pouvoir lutter contre cette mortalité maternelle, c'est d'abord de sensibiliser les populations, de mettre à leur disposition des outils. Et ces outils passent obligatoirement par la mise à disposition de contraceptifs. Ce projet Agir PF va permettre de pouvoir agir aussi bien au niveau des communautés à travers la sensibilisation, mais également faire en sorte de réduire de façon très drastique cette mortalité maternelle infantile. En appuyant les efforts de la Côte d'Ivoire d'améliorer leur système de planification nationale, on contribue, n'est-ce pas, à la consolidation non seulement dans le secteur de santé, mais dans la consolidation des institutions ici en Côte d'Ivoire. Le projet Agir pour la planification familiale vient soutenir le plan d'action national budgétisé de la planification familiale en vue d'accroître l'usage et l'accès des femmes aux services de planification. Nous allons apporter un soutien au gouvernement à travers un renforcement des capacités au niveau des centres de santé, au niveau de l'implication des communautés dans la sensibilisation. Le gouvernement des États-Unis a apporté une aide de 6 millions de dollars, soit près de 3 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de ce plan. Le plan national de la planification familiale a pour objectif de parvenir à une prévalence contraceptive de 36% en 2020. Les populations de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, informées et sensibilisées sur la fistule obstétricale. Appelée maladie de la honte, la fistule n'est pas incurable. Les personnes atteintes et leurs proches peuvent donc se rendre dans les centres de santé. Philomène Kwame, Thérèse Yoboué. Elles sont le plus souvent rejetées par leur mari ou par leur communauté. Elles, ce sont les femmes porteuses de fistules, une maladie qui se manifeste par une incontinence d'urine ou de sel, d'où le nom de la maladie de la honte. Aujourd'hui, la fistule est un vieux souvenir pour des ex-porteuses de la maladie. Le jour de mon accouchement, le travail a commencé pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, je ne suis pas allée à l'hôpital. Après, j'ai vu que l'eau coulait. Et je suis devenue paralysée dans ces 3 jours. Je ne pouvais plus me tenir sur les pieds. Donc on allait à l'hôpital. Donc après la césarienne, l'enfant n'est pas resté. On a entendu à la radio et à la télé qu'il y a un monsieur qui soigne ça. J'étais parmi les premiers à soigner, à opérer par M. Billet. Donc il m'a fait la chirurgie. Je suis guérie. Cela est possible grâce aux séances de sensibilisation menées dans plusieurs régions du pays. Dans la région de Korogo, grâce à l'ONG Yeti, les populations de Dikodougou, Napié et Sinematiali ont été informées sur la maladie. L'excision, les mariages et grossesses précoces, l'accouchement difficile et sans assistance médicale sont entre autres les facteurs qui peuvent favoriser la survenue des fistules. Les autorités administratives, politiques
ont invité les populations à prendre soin de leur sexualité et à bannir les comportements rétrogrades et à fréquenter également les centres de santé pour un meilleur suivi. Restons dans le domaine sanitaire avec la 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Elle s'est tenue à Fresco dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Initialement célébrée tous les 25 avril, en Côte d'Ivoire, elle a été décalée cette année. La sensibilisation des populations et le rappel des efforts fournis par le pays pour l'éradication de la maladie ont été les points forts de cette célébration. Thérèse Diogoué. Unis, nous vaincrons le paludisme. C'est le thème de la 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une maladie qui a aujourd'hui un taux de mortalité d'environ 80% en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Fresco, région du Boclé, qui a abrité la cérémonie officielle. Les grandes victimes sont surtout les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. L'UNICEF et l'OMS sont des organismes qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette pandémie. Leurs représentants ont souligné leur engagement à appuyer les efforts des autorités ivoiriennes pour l'éradication de cette maladie. Cette journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion pour tous les partenaires de souligner la nécessité de poursuivre les investissements et de maintenir l'engagement politique en faveur de la lutte anti-paludisme. Le professeur Boyapo a représenté le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à cette cérémonie. Le poids du paludisme est très important dans notre vie de tous les jours. Quand on va dans nos hôpitaux, nos centres de santé, tous ceux qui viennent en consultation, sur 100, il y a au moins 42 qui sont atteints par le paludisme. Selon le représentant du ministère de la Santé, le paludisme peut être éliminé en Côte d'Ivoire, à condition que l'environnement soit assaini et que les populations se protègent contre le moustique. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 offre des vaccins contre la méningite. Elle entend ainsi œuvrer au mieux-être des populations du quartier Nembo de Bouaké, bénéficiaires de cette campagne de vaccination. Kwadio Kwame. C'est déjà la période de l'armentan dans le centre du pays. Une période où la méningite fait de nombreuses victimes. Pour contribuer à la prévention contre cette maladie, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, ou Force 2015, a organisé une séance de vaccination au profit de 500 habitants du quartier Nembo de Bouaké. À cela s'ajoute un don de matériel pour lutter efficacement contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'était au cours de l'investiture du bureau de l'Association des jeunes de Nembo, AJN. Dans le cadre de l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020, nous avons besoin d'une jeunesse ivoirienne organisée, qui soit à la tâche pour la République. L'important, c'est d'avoir une population en bonne santé, qui soit capable de s'investir et d'investir dans ce développement-là. C'est pour cela que nous avons offert ces doses de vaccins. Le nouveau président de l'Association des jeunes de Nembo, Dagba Chapuzé-Franck, s'est réjoui de cette action sociale de la Force 2015. Outre le président de l'AJN, les élus et cadres de Bouaké, dont l'ancien maire et secrétaire général adjoint du RDR, Fanny Ibrahima, ont salué l'action de la Force 2015 et invité les jeunes de Nembo à s'inscrire résolument dans la politique de développement de la Côte d'Ivoire pour une nation prospère et pour le bonheur de tous. Un projet de loi d'orientation du transport intérieur adopté hier lundi par l'Assemblée nationale. Le texte concerne le transport routier, ferroviaire et fluvial. Il prend également en compte les usagers, les acteurs publics, parapublics et privés qui interviennent dans le secteur du transport intérieur de marchandises ou de personnes. Le reportage de Moussa Koulibaly est commenté par Léon Pro.
La Côte d'Ivoire en marche vers l'assainissement de son secteur du transport routier, ferroviaire et fluvial avec ce projet de loi adopté ce lundi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce texte prévoit désormais des investissements publics dans le secteur. Il donne des orientations sur le contrat de transport, la sécurité et les meilleures conditions de travail, un ensemble d'innovations pour adapter le cadre d'exercice du transport aux normes sous-régionales. La loi nous permet de nous adapter aux différentes dispositions réglementaires au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO et des organisations internationales. On ne pourra plus être transporteur parce qu'on a des moyens ou on a de l'argent ou on a autre chose. Ce qui fera que plus personne ne pourra s'imposer et imposer sa loi. Un État fort, c'est un État qui protège les pauvres. Un État fort, c'est un État qui assure la sécurité des biens et des personnes. La loi autorise aujourd'hui aussi la création d'une autorité de régulation du transport intérieur. Les missions de cette autorité chargée de réguler le transport intérieur sont mentionnées au chapitre 3 du projet de loi présenté par le ministre des Transports. Gaoussou Touré a tenu pendant 5 heures d'horloge les députés en haleine, expliquant la finalité de son projet. Entre autres, la fin de la concurrence déloyale, le renforcement du parc automobile, l'amélioration des conditions de travail, le tout au profit des usagers et acteurs du transport. Ce 18 novembre marque la journée africaine de la statistique et l'Institut national de la statistique a saisi l'occasion pour procéder à la réouverture officielle de son centre de documentation, Mahamadou Traoré et Sylvie Touré. Des données en accès libre pour la participation inclusive et la responsabilisation. Thème de l'édition 2014 de la Journée africaine de la statistique. Objectif, garantir le libre accès des populations à l'information statistique. C'est justement le sens de la réouverture du centre de documentation de l'Institut national de la statistique, INS. Que ce soit pour faire une recherche, que ce soit pour élaborer un projet, chacun a besoin de l'information statistique. Et ici, l'INS va déposer désormais, vous avez vu l'organisation, donc tous les documents qui contiennent des informations utiles pour nos concitoyens. Profitant de l'occasion, le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus a relevé le rôle important de l'INS dans l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Il s'est également prononcé sur la suite du processus. C'est maintenant que les travaux finaux sont en train d'avoir lieu à Bassam. Et nous avons espoir que dans les jours à venir, nous pourrons présenter à la Côte d'Ivoire et à ses partenaires les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat. La réhabilitation du centre de documentation de l'INS a été rendue possible grâce à un appui en matériel informatique et en documents statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale restitue les résultats de travaux lancés en 2013. Il porte notamment sur l'analyse des facteurs de compétitivité et de performance des entreprises ivoiriennes. Francis Boifo. Management de qualité, TIC et investissement dans le capital humain. Des facteurs de compétitivité et de performance des entreprises. Ces indicateurs sont les résultats des enquêtes menées par la cellule d'analyse des politiques économiques CAPEC du CIRES auprès des entreprises des secteurs formels et informels. À travers cette étude, la CAPEC veut donner au secteur privé ivoirien les outils pour son dynamisme au plan national et international. Nous avons constaté que les entreprises en Côte d'Ivoire, de façon générale, ont des problèmes de compétitivité et quelquefois de performance lorsqu'on les compare à d'autres en Afrique subsaharienne, par exemple. Donc nous nous sommes dit qu'il est important de mener la réflexion. Des activités sont faites, beaucoup de politiques sont menées en ce qui concerne l'environnement des affaires. L'étude financée par le Centre canadien de recherche pour le développement international s'est intéressée aux politiques internes des entreprises, notamment la gouvernance, le leadership, le mode de recrutement ou encore de rémunération. Tous ces éléments ont un impact sur leur performance et leur compétitivité. Plus qu'il y a
des entreprises performantes, plus l'économie nationale elle est dynamique, plus on peut embaucher des jeunes et on peut les former. La CAPEC demande aux décideurs de soutenir la recherche car celle-ci est au service du développement et en particulier du secteur privé. La lumière fait son entrée dans le quotidien des populations de Pala, village situé non loin de la frontière ivoiro-libérienne entre Taï et Tabou. Le village vient d'être connecté au réseau électrique national grâce à la politique d'électrification rurale mise en place par le gouvernement ivoirien. Mamadou Kwasi. Le rêve est devenu une réalité pour les 3000 âmes de Pala, un village du département de Tanda, dans la région du Gontougou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, ce gros village est connecté au réseau électrique national grâce à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Cela à travers sa politique d'électrification rurale. Une politique expliquée par l'envoyé du gouvernement, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie de mise sous tension. Selon lui, le président de la République promet d'électrifier tous les villages ayant plus de 500 habitants. C'est pourquoi il invite tous les villages non encore électrifiés à la patience. Kobena Kwasi Adjoumani ajoutera qu'en plus des projets d'électrification rurale, tous les villages bénéficieront des projets de développement, à savoir des centres de santé et des écoles. Il précise qu'avec le soutien du Conseil régional du Gontougou, tous les villages seront dotés en hydraulique villageoise améliorée et de reprofilage de routes. Des promesses saluées par les populations qui ont séance tenante et mis des doléances portant sur la construction de nouvelles salles de classe et de logements de maîtres et de sages-femmes. Des promesses qui trouveront des solutions dans les semaines à venir, selon le président du Conseil régional du Gontougou, Ignace Kosonou. Il promet l'achèvement des travaux du barrage pour permettre aux jeunes de s'adonner à la pisciculture et à la culture maraîchère. Le monde juridique ivoirien se dote d'une nouvelle publication. Il s'agit de la revue ivoirienne des sciences juridiques et politiques. Le lancement officiel de la revue a eu lieu à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Kader Sogodogo. Bouaké accueille une personnalité de marque, le professeur Francis Romain Vangavodier, président du Conseil constitutionnel. L'hôte du jour se rend à l'université Alassane Ouattara pour prendre part au lancement officiel de la revue ivoirienne des sciences juridiques et politiques. C'est donc un amphithéâtre surchauffé qui a salué l'arrivée de l'homme de droit. Au pupitre, plusieurs intervenants vont relever la qualité et le prestige du président du Conseil constitutionnel, à la suite desquelles une conférence avec pour thème le rôle du Conseil constitutionnel ivoirien se tient. Le professeur Francis Vaudier, dans une démarche claire et méthodique, est revenu sur la mission de cette institution chère à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une société, mais elle est un État. Et un État est un ensemble d'éléments de fait. Ces éléments de fait doivent être organisés pour donner effectivement naissance à l'entité juridique qu'est l'État. Et l'État devient un sujet de droit qui repose sur l'acte de naissance qu'est la Constitution. Le Conseil constitutionnel veut se rapprocher davantage des populations. Pour y parvenir, l'institution peut compter sur les juristes de la sphère universitaire ivoirienne qui lance un trimestriel de 160 pages dénommé la Revue ivoirienne des sciences juridiques et politiques. La recherche ne peut se faire que dans un cadre. Et la revue représente ce cadre-là pour que nos enseignants contribuent à l'évolution de la science juridique. La revue des sciences juridiques et politiques va permettre à plusieurs juristes ivoiriens de faire des publications en faveur des étudiants, mais également de tous les amoureux du droit. Deux autres ouvrages viennent de voir le jour, cette fois dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ce sont des œuvres spécialisées pour le recyclage des enseignants en vue d'améliorer les résultats scolaires. Soro Corona et Kwadio Kwame. Guide pratique pour un enseignement efficace et formé pour l'entreprise. Deux ouvrages adaptés pour permettre aux enseignants de se recycler afin d'améliorer les résultats scolaires et surtout pour une éducation de qualité. Ces œuvres ont été officiellement présentées à la famille éducative au cours d'une cérémonie de dédicace.
L'auteur des livres, Charles Zokosebe, inspecteur général de l'enseignement technique, a animé une conférence sur le thème « Management et pédagogie ». Le conférencier a rappelé au corps enseignant que la pédagogie sans management est un enseignement vain. Pour lui, le meilleur enseignant est celui qui met le management au service de la pédagogie. Sans profil réel de manager, l'enseignant est voué à une agitation pédagogique en lieu et place d'une animation pédagogique. Donc pour être efficace dans son travail au quotidien, le formateur se doit d'avoir un profil de manager. Et donc management et pédagogie sont les deux faces de la même pièce, et donc sont complémentaires. Les différents intervenants se sont félicités de la publication de ces ouvrages qui constituent le fondement d'un enseignement de qualité. Un enseignement qui permet aux apprenants de mieux cerner les enseignements dispensés. L'écrivain Charles Zokosebe n'est pas à sa première publication. L'inspecteur général de l'enseignement technique a déjà écrit plusieurs œuvres sur la pédagogie. 4 morts, 6 blessés, des centaines de passagers de cars dépossédés de leurs biens. C'est le bilan d'attaques de coupeurs de route sur l'axe Bouaké-Katiola. Le reportage de Kader Sogodogo. Un corbillard avec à son bord 4 corps, dont celui d'un élément d'escorte des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Des blessés par balles recevant des soins au CHR de Katiola. Des cars criblés de balles et inondés de sang. Des passagers encore sous l'émotion, assis à même le sol. Voilà le triste tableau de l'assaut d'une vingtaine de coupeurs de route armés qui ont frappé très tôt ce samedi aux environs de 6 heures du matin sur l'axe Bouaké-Katiola, 2 km après le village de Touro, avant de s'évaporer dans la nature. Le chauffeur d'un des cas blessés par balle explique les circonstances du drame. Moi, je suis rentré au milieu d'eux maintenant. J'attends par devant, tout partout maintenant, ils sont presque 20 personnes. Tous les armés. Regardez, voilà. J'entends arroger seulement. Avec l'aide des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké, les blessés ont pu être pris en charge au CHR de Katiola. Pour l'heure, selon le personnel soignant, ils sont hors de danger. En tout cas, à l'urgence, on peut dire que ça a été dans l'ensemble levé. Avec cette nouvelle attaque, la lutte contre le grand banditisme sur nos routes est loin d'être gagnée. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Une riposte des forces conventionnelles est souhaitée pour permettre aux populations de circuler partout en Côte d'Ivoire sans avoir à déplorer des victimes. Parlons religion, le mouvement raélien Côte d'Ivoire lance la 2e édition de sa campagne dénommée « Une minute pour la paix ». Il s'agit d'inviter les populations à bannir la colère, la violence et la guerre. Le reportage de Pascal Koné, commenté par Serge Collet. La paix est un thème de plus en plus utilisé par les leaders politiques, les religieux et la société civile. Après les événements traversés par la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années, la recherche de la paix, véritable gage du rétablissement de la cohésion sociale, est une quête permanente pour les Raéliens de Côte d'Ivoire. Ce mouvement initie une campagne pour la paix. 1 minute de méditation pour la paix. L'objectif de cette campagne, c'est d'amener toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à se réunir, à donner 1 minute de leur temps chaque jour pour la paix. La croyance des Raéliens se fonde sur le témoignage de Claude Voriton Raël. Celui-ci serait rentré en contact avec des êtres venus d'une autre planète, les extraterrestres, auxquels les Raéliens vouent un culte. Au Burkina Faso, le nouveau président par intérim a été investi ce mardi. L'ancien diplomate Michel Kafando, âgé de 72 ans, désigné par consensus président de la transition, a donc prêté serment. Sa nomination s'est vue entérinée par la Cour constitutionnelle et il a 1 année pour organiser des élections présidentielles dans le pays. Et puis en sport football pour terminer, c'est la course vers les dernières places pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Une rencontre décisive pour la Côte d'Ivoire demain mercredi. Les éléphants vont affronter le Cameroun ici à Abidjan. Et pour l'organisation de la CAN 2017, l'Algérie, l'Égypte, le Gabon et le Ghana sont les 4 derniers pays en lice. Et voilà pour ce 13h. Merci d'être resté avec nous. D'autres informations sur les www.rti.ci.